26 octobre 1492, 4 heures du matin. La vallée de la Gale, en Carinthie. 500 chevaliers en armure de plate complète sont immobiles dans la forêt. En dessous d'eux, 12 000 pillards ottomans dorment dans leur camp, entourés de 10 000 captifs chrétiens et de chariots de butin. Dans 2 heures, le soleil se lèvera derrière les chevaliers. Et les Ottomans ne les verront jamais venir. C'est l'histoire de la bataille de Villach, l'embuscade nocturne qui n'aurait pas dû fonctionner. Vous rencontrerez Georg von Stein, le commandant qui a tout misé sur une marche forcée de nuit à travers des cols de montagne. Hasan Pacha, le chef ottoman dont le nom apparaît dans les chroniques autrichiennes, mais disparaît des registres turcs. L'ordre de Saint-Georges, un ordre de croisés fondé spécifiquement pour arrêter ce qu'ils appelaient les années turques, des décennies de raids qui ont dépeuplé des provinces entières. Vous découvrirez pourquoi 500 hommes en armure de plate de style maximilien ont pu survivre physiquement au contact de milliers d'archers de cavalerie légère, pourquoi le chiffre 40 000 apparaît dans chaque chronique mais n'a aucun sens logistique, et comment une découverte de 2023 dans les archives de Bamberg a prouvé qu'il ne s'agissait pas de chance, mais d'une guerre basée sur le renseignement. En commençant par la question que personne ne pose, comment cacher 500 hommes à cheval au milieu de la nuit ? Si vous appréciez l'histoire militaire documentée avec des sources primaires, abonnez-vous, cela soutient cette recherche. Commentez d'où vous regardez. Maintenant, dans les ténèbres avant l'aube, la fin du XVe siècle. La frontière entre le Saint-Empire romain germanique et l'Empire ottoman n'est pas une ligne, c'est une plaie. Depuis 1453, date de la chute de Constantinople, jusqu'à 1526, date de la bataille de Mohacs, cette frontière saigne continuellement. Les Ottomans appellent leurs pillards Akinsilars, cavalerie légère, rapide, mobile, dévastatrice. Ils traversent les cols de montagne en automne, après la récolte. Ils brûlent, ils pillent, ils font des captifs. 10, 20, parfois 30 000 personnes ramenées au marché aux esclaves des Balkans. Les Autrichiens appellent cela les Türkeneinfälle, les invasions turques. Entre 1469 et 1492, la Carinthie, le duché du sud-est de l'Autriche, est attaquée 17 fois, 1469. L'empereur Frédéric III crée l'ordre de Saint-Georges à l'abbaye de Millstatt. Pas un ordre cérémoniel, une force militaire permanente, des croisés permanents. Leur mission, inscrite dans la charte fondatrice, défendre les frontières de l'Empire contre le Turc. On leur donne des terres, des exemptions fiscales, le droit de réquisitionner des chevaux et des provisions. En échange, ils maintiennent une pleine préparation au combat toute l'année. En 1492, l'ordre compte environ 500 chevaliers, soutenus par peut-être 1500 fantassins et miliciens. La stratégie ottomane est simple, la vitesse. Les Akinsilars voyagent légers, arcs composites, cimetères, armure minimale. Ils peuvent parcourir 80 km par jour. Ils frappent une ville à l'aube, prennent ce qu'ils peuvent emporter et disparaissent avant que la cavalerie lourde ne puisse réagir. La contre-stratégie chrétienne échoue depuis 20 ans. Au moment où l'alarme atteint Vienne ou Graz, au moment où l'armée impériale se rassemble, les pillards battent déjà en retraite à travers les cols de montagne. On ne peut pas les rattraper. On ne peut que pleurer les morts et compter les disparus. Mais l'ordre de Saint-Georges n'attend pas Vienne. Ils sont déjà là, sur la frontière. Ils observent. Septembre 1492. Des éclaireurs signalent une force ottomane massive traversant le col de Predil pour entrer en Carinthie. Hasan Pacha commande. Les chroniques parlent de 40 000 hommes. Les historiens modernes disent 12 à 15 000. Quoi qu'il en soit, c'est le plus grand raid depuis une décennie. Ils traversent la vallée de la Gale, ils saccagent des villages autour de Villach, ils font des captifs, du bétail, du grain, des cloches d'église fondues pour en faire du bronze. Mi-octobre, ils sont prêts à battre en retraite, ralentis par le butin, embarrassés par des milliers de prisonniers enchaînés en colonne. Confiants. Ils l'ont déjà fait 17 fois. Personne ne les arrête dans les montagnes. Georg von Stein commande l'ordre de Saint-Georges, 47 ans. Vétéran d'une douzaine d'escarmouches frontalières, il connaît les mathématiques, 500 cavaliers lourds contre 12 000 cavaliers légers en terrain découvert, suicide. Les Ottomans se dispersent, vous encerclent, vous criblent de flèches jusqu'à ce que vos chevaux s'effondrent. Mais 12 000 pillards, ralentis par des captifs et des chariots, pris dans une vallée étroite à l'aube, attaqués depuis les hauteurs avec le soleil derrière les assaillants, des mathématiques différentes. 25 octobre, nuit. Von Stein prend la décision. Marche forcée. L'ordre quitte leur zone de rassemblement près du château de Fédéron. 500 chevaliers, armure de plate complète de style maximilien, 25 à 30 kg d'acier à haute teneur en carbone avec des surfaces cannelées, des chevaux élevés pour porter du poids. Ils se déplacent sur des sentiers forestiers dans l'obscurité. Pas de torches,
pas de bruit. La découverte de 2023 dans les archives de Bamberg, Bamberg possédait Villach en 1492, a révélé des registres de paiement pour des guides de montagne, des paysans locaux qui connaissaient chaque sentier de serre, chaque ligne de crête. Ce n'était pas une marche nocturne maladroite, c'était guidé, planifié, basé sur le renseignement. Ils atteignent les hauteurs au-dessus du camp ottoman à 2 heures du matin. Et ils attendent 2 heures, en armure complète, dans le froid d'octobre, immobiles, parce que le plan nécessite l'aube, nécessite le soleil. Le camp ottoman est situé au fond de la vallée entre Villach et le col de Tarvis. 12 000 hommes, peut-être 15. Des tentes disposées selon le schéma traditionnel, centre de commandement au milieu, unité de cavalerie en cercle concentrique, captifs et chariots de butin en périphérie. Des sentinelles postées, mais ils surveillant les routes, les cols. Personne ne surveille les crêtes boisées. Pourquoi le ferions-ils ? La cavalerie lourde ne se déplace pas la nuit, ne peut pas se déplacer la nuit, sauf quand elle le fait. 4 heures du matin. Première lueur, pas encore le lever du soleil, juste la lueur grise de l'aube. Les Ottomans commencent à s'agiter, des feux allumés, des chevaux nourris. Le camp se prépare à bouger, c'est le moment. La fenêtre, ils sont réveillés mais pas organisés, dispersés mais pas montés. Von Stein donne le signal, 500 chevaliers en formation en coin. Le Keil, les plus lourdement blindés à la pointe, il descend prend la pente au trot, pas au galop, pas encore, contrôlé. Le terrain est inégal. Une patte cassée met fin à un cheval, met fin à la charge. Ils parcourent 300 mètres avant que le premier sentinelle ottomane ne les voie. Des cris, l'alarme, le chaos, le soleil perce l'horizon oriental. Directement derrière les chevaliers qui chargent, les Ottomans lèvent les yeux vers la pente et voient des silhouettes, des formes noires se détachant sur une lumière aveuglante. Ils ne peuvent pas les compter, ne peuvent pas voir les détails, ne peuvent pas viser. Les arcs composites, tendons, bois et cornes collés ensemble, sont affectés par la brume matinale s'élevant de la rivière Gale. La colle ramollit. La tension de l'arc diminue. Les flèches qui devraient pénétrer le cuir rebondissent sur l'acier cannelé. Le coin frappe le centre ottoman au galop. 2000 livres de cheval et de chevaliers blindés se déplaçant à 30 km par heure. L'impact est physique, audible. Les Aquincillars sont de la cavalerie légère. Ils sont conçus pour l'escarmouche, la retraite, le harcèlement. Pas pour tenir et recevoir une charge d'hommes qui les dépasse 3 contre 1. Le centre s'effondre, le coin progresse, se dirigeant vers la tente de commandement, vers le tu de Hasan Pacha, l'étendard en crin de cheval qui marque le commandement ottoman. Hasan Pacha n'est pas dans la tente, il est déjà monté, déjà en mouvement, il voit immédiatement ce qui se passe. Il est surpassé en nombre de la mauvaise manière. Ces 12 000 hommes sont dispersés sur le fond de la vallée. Les 500 sont concentrés en un seul point d'impact. Il ne peut pas rallier, ne peut pas former de ligne. Les captifs paniquent, les chariots bloquent le mouvement, et d'autres chevaliers arrivent. Le comte Sigismond von Hardegg mène la deuxième vague. 200 autres chevaliers. Puis l'infanterie, 1500 hommes déferlant des crêtes. La force ottomane se brise, pas en déroute, se brise. Des unités organisées tentent de se replier vers le col de Tarvis. D'autres se dispersent dans la forêt. Le goulot d'étranglement est immédiat. La vallée de la Gale se rétrécit. 12 000 hommes et 10 000 captifs tentant de se faufiler dans un col de montagne large de 3 mètres, la cavalerie lourde poursuit. Pas rapidement. Ils n'ont pas besoin d'être rapides. Les Ottomans sont piégés par leur propre butin, par leurs propres captifs, par la géographie. Le massacre continue jusqu'à 9 heures du matin, 5 heures. Les chroniques rapportent 7 à 10 000 morts ottomans, principalement lors de la retraite, écrasés dans le col, noyés en tentant de traverser la rivière, Gale gonflée, tués par des captifs libérés qui s'emparent des armes tombées. Hasan Pacha s'échappe, de justesse, avec peut-être 3000 hommes. Le reste est mort ou capturé. Perte chrétienne, moins de 100 chevaliers. L'armure de plate fonctionne exactement comme prévu. Quasi-immunité aux flèches, quasi-immunité aux coups de cimeterre. Un chevalier en armure Maximilien est un tank ambulant. Lent, cher, vulnérable aux formations de piques massées ou à l'artillerie. Mais contre la cavalerie légère en combat rapproché, invincible. Les suites snellées sont immédiates et politiques. La nouvelle parvient à l'empereur Frédéric III en 1 semaine, puis à Maximilien Ier, son fils. Le miracle de Villach devient de la propagande, la preuve que Dieu favorise l'Empire, la preuve que le Turc peut être vaincu, le financement des réformes militaires afflue. La victoire ne met pas fin aux raids ottomans. Ils se poursuivent sporadiquement jusqu'aux années 1520, mais elle y met fin en Carinthie.
Pendant une génération, les Akinsilar évitent les Alpes orientales. Le souvenir est trop vif, les pertes trop graves. Le chiffre 40 000 apparaît dans chaque chronique contemporaine. Johann Weikart von Valvassor, écrivant en 1689, le rapporte. Le chronicon Austriacum le rapporte. Même certaines sources ottomanes font référence à de grandes pertes dans les terres allemandes. Mais 40 000 n'a aucun sens. La logistique est impossible. Nourrir 40 000 chevaux dans les étroites vallées alpines de Carinthie en octobre ? Non. Suraya Farokhi, professeur d'histoire ottomane à l'université Louis et Maximilien, explique dans son livre de 2004 « L'Empire ottoman et le monde qui l'entoure », les groupes de pillards ottomans des années 14-90 comptaient généralement 10 à 15 000 hommes. Le chiffre de 40 000 est un topos, un procédé rhétorique, utilisé par les populations locales terrifiées pour justifier l'aide impériale, utilisé par les commandants victorieux pour magnifier leur exploit. Le ratio réel était probablement de 10 contre 1, toujours déséquilibré, toujours une victoire. Juste pas un miracle, mais 500 contre 12 000 reste impossible, à moins de comprendre la technologie. L'armure de plate de style maximilien, nommée d'après l'empereur Maximilien Ier qui l'a standardisée, est en acier à haute teneur en carbone avec des surfaces cannelées. Le cannelage n'est pas décoratif, il est structurel, comme du métal ondulé. Il augmente la résistance sans ajouter de poids. Un chevalier dans cette armure peut se déplacer, peut se battre pendant des heures, peut survivre à des impacts qui tueraient un homme non blindé 10 fois. La Wallace Collection à Londres en détient des exemples. Le docteur Tobias Capwell les a analysés en 2021. Conclusion, un chevalier en armure. Maximilien complète, correctement ajusté et pratiquement immunisé contre toutes les armes que portèrent les Akinsilar. L'arc composite ne peut pas pénétrer. Le cimeterre ne peut pas couper. Il faudrait une masse, un marteau de guerre, un traumatisme contondant. Mais les Akinsilar n'en portent pas. Ce sont des pillards, pas des troupes de siège, et la formation en coin, le Kale, est conçue exactement pour ce scénario. Percée, pénétration. La pointe du coin est composée de 3 à 5 des chevaliers les plus lourds. Ils absorbent l'impact, créent l'ouverture. Les chevaliers derrière eux l'élargissent, se déversent. Ce n'est pas subtil, c'est de la physique. Masse fois vitesse. Force concentrée contre résistance dispersée. L'enquête archéologique de 2021 près des ruines du château de Federaun a tout changé. 1500 mètres du site traditionnel de la bataille, les chercheurs ont trouvé du harnachement de cheval, des pointes de flèches, des motifs ottomans, datés au carbone de la fin du XVe siècle. Cela a confirmé l'emplacement, confirmé l'engagement. Puis 2023, les archives de Bamberg, des registres de paiement pour des éclaireurs et des guides de montagne embauchés par Georg von Stein en octobre 1492. Des noms spécifiques, des montants spécifiques. La preuve que la marche nocturne n'était pas improvisée. Elle était planifiée, des jours à l'avance, avec des renseignements locaux, avec des guides qui connaissaient le terrain. Il ne s'agissait pas de 500 chevaliers tombant par hasard sur 12 000 Ottomans et ayant de la chance. Il s'agissait d'une embuscade basée sur le renseignement utilisant le terrain, le timing et la technologie pour neutraliser la supériorité numérique. C'était une guerre asymétrique, 5 siècles avant que le terme n'existe. Mais ce que personne ne vous dit à propos de cette marche nocturne, c'est ce qu'il a fallu réellement, pas le plan, l'exécution. Ce qui se passe à l'intérieur de 30 kg d'armure de plate, quand on essaie de se déplacer silencieusement dans une forêt dans l'obscurité totale. Maintenant, exécutez cette adaptation parfaitement. L'armure n'est pas seulement lourde, elle est bruyante. Chaque articulation, épaule, coude, genou, hanche, possède des points d'articulation, du métal sur du métal. Un chevalier qui marche normalement ressemble à une cuisine qui tombe dans les escaliers. Multipliez cela par 500, ajoutez des chevaux, sabots de fer sur la roche, cuir qui craque, frein qui tintinabule, vous ne vous faufilez pas. Vous vous annoncez à 1 km de distance, à moins que vous ne vous prépariez. Les registres de paiement de Bamberg mentionnent plus que de simples guides. Ils mentionnent des provisions, bandes de cuir, rembourrage de laine, cire d'abeille, achetées en vrac 3 jours avant la marche. L'analyse de 12012 par le docteur Johannes Grabmaier sur la logistique de l'ordre explique ce que cela signifie. Les chevaliers ont enveloppé chaque point d'articulation, ont bourré de la laine entre les plaques, ont ciré chaque surface de friction, ils ont étouffé les sabots des chevaux avec du tissu, ont retiré chaque pièce de métal décorative qui pouvait cliqueter ou résonner, ont attaché chaque sangle et boucle. Ce n'était pas de l'improvisation, c'était une doctrine, procédure opérationnelle standard pour l'ordre de Saint-Georges lors des opérations nocturnes. Et les guides n'étaient pas des paysans au hasard. Les registres de paiement mentionnent des noms. Hans Kreuzberger, Stefan Mörtel, Jakob Weiss,
des chasseurs locaux, des hommes qui se déplaçaient dans ces forêts la nuit pour traquer le cerf et le sanglier. Des hommes qui savaient quel chemin avait des pierres instables, quelle pente avait un sol stable, quelle crête offrait une dissimulation. Von Stein en a embauché 8, un guide pour 60 chevaliers. Ils se déplaçaient en colonne, en file indienne par endroits. Les guides marchaient devant, testant le sol, marquant les obstacles avec des signaux manuels que les chevaliers avaient appris à reconnaître. La marche couvrait 12 kilomètres, à travers la forêt, en montée, autour des formations rocheuses, dans l'obscurité d'octobre. Pas de lune cette nuit-là, couvert nuageux, visibilité peut-être 10 mètres. Ils ont marché pendant 4 heures, de 10 heures du soir à 2 heures du matin. Cela fait 3 km par heure. Vitesse de marche, plus lent qu'une promenade décontractée, parce que la vitesse crée du bruit, crée des erreurs. Un cheval qui trébuche, un chevalier qui perd l'équilibre. Un son porte dans l'air de la montagne. Un seul guetteur alerte et tout le plan s'effondre. Pensez à ce que cela exige. Vous êtes en armure complète. Vous ne pouvez pas voir le sol. Vous faites confiance à l'homme devant vous. Vous faites confiance à celui qui fait confiance, au guide. Pendant 4 heures, sans rompre le silence, sans repos. Le froid d'octobre s'infiltre à travers le rembourrage. Votre souffle se condense à l'intérieur du casque. La sueur imbibe le gambison sous l'acier. Vos cuisses brûlent à force de contrôler le cheval à cette allure anormalement lente. Et vous ne pouvez faire aucun bruit. C'est de la discipline, pas du courage. Le courage, c'est chargé au combat. La discipline, c'est 4 heures de souffrance silencieuse parce que le plan l'exige. L'ordre de Saint-Georges s'entraînait à cela. Il devait le faire. Parce que sur la frontière austro-ottomane, c'était la seule façon d'intercepter les pillards qui se déplaçaient plus vite que vous. Ils atteignent la crête à 2 heures du matin, la hauteur dominant le camp ottoman. 500 chevaliers, 1500 fantassins derrière. Et ils s'arrêtent, descendent de cheval et attendent 2 heures de plus. Dans le froid, dans l'obscurité, immobiles. Pourquoi attendre? Pourquoi ne pas attaquer immédiatement? Parce que le plan exige des conditions spécifiques. L'aube, pas l'obscurité, pas la pleine lumière du jour, la transition. Cette fenêtre de 20 minutes où le soleil est sous l'horizon, mais où la lumière se répand. Quand les yeux humains peinent à s'adapter. Quand regarder vers l'est signifie fixer un ciel qui s'éclaircit. Quand la perception de la profondeur échoue. Quand compter les silhouettes devient impossible. Von Stein l'a appris à la bataille de Rabka en 1487, 5 ans plus tôt. Engagement différent. Même frontière. Il a vu la cavalerie ottomane charger à l'aube et a vu comment les archers chrétiens ne pouvaient pas viser, ne pouvaient pas juger la distance. Le soleil levant derrière les assaillants créait un angle mort tactique. Il a enregistré cette observation. Attendu 5 ans, et maintenant, il l'utilise. Mais l'aube est une cible mouvante. Fin octobre. À 46 degrés de latitude nord, le lever du soleil se produit vers 6h30. La première lumière, le crépuscule civil, commence vers 6h. Von Stein doit frapper le camp quand les Ottomans sont éveillés mais pas organisés. Quand ils bougent mais ne sont pas montés. Quand le camp est actif mais pas défendable. Cette fenêtre s'ouvre vers 4h du matin. Peut-être 4h30. Manquez-la et vous attaquez dans l'obscurité où votre désavantage numérique devient fatal. Attendez trop longtemps et vous attaquez en plein jour où ils peuvent vous voir venir et se disperser. Alors ils attendent sur la crête. En armure, dans le froid, observant la vallée en contrebas. Le camp ottoman est visible comme des feux dispersés, de petites taches oranges dans l'obscurité. Des tentes sont des formes sombres. Pas encore de mouvement. Les guetteurs surveillent l'école, les routes, les approches logiques, pas les crêtes boisées. Parce que la cavalerie lourde ne vient pas de là. 4 heures du matin. Le ciel oriental passe du noir au bleu foncé. Pas encore de lumière, juste moins sombre. Et le camp ottoman commence à s'agiter. Les feux s'intensifient. Les silhouettes bougent entre les tentes. Les chevaux sont nourris. Le camp se réveille. C'est le moment. Von Stein donne le signal. Pas verbal. Signal de la main. Transmis le long de la ligne. 500 chevaliers remontent. Forment la lance. Le Keil. 3 rangs de profondeur à la pointe. S'élargissant à l'arrière. Les chevaliers les plus expérimentés à la pointe. Ceux dont les chevaux ne s'effrayeront pas. Dont le sang-froid ne faillira pas. Ils descendent la pente. Pas en charge. Au trot. Contrôlés. Le terrain est inégal. Racines d'arbres, rochers. Un faux pas maintenant met fin à la charge avant qu'elle ne commence. Il couvre les 100 premiers mètres en forêt, toujours dissimulé. Le bruit des sabots est étouffé par les aiguilles de pin, par le sous-bois. Ils émergent de la lisière des arbres, à 200 mètres du camp. Et maintenant, ils sont visibles. Des formes sombres sur un ciel qui s'éclaircit, en mouvement. Le premier guetteur ottoman les voit, crie. L'alarme se propage. Mais il est trop tard.
trop lent. Les chevaliers accélèrent, du trot au galop, du galop à la charge. La formation en lance se resserre, se comprime, devient une seule masse d'acier et de chair de cheval dirigée vers le centre du camp. Le soleil franchit l'horizon. 6h14 du matin. Les archives astronomiques confirment l'heure exacte. Et soudain, les Ottomans ne regardent pas 500 chevaliers. Ils regardent 500 silhouettes noires sur un soleil orange aveuglant. Ils ne peuvent pas compter, ne peuvent pas voir les détails, ne peuvent pas juger la distance. Les arcs composites se lèvent, les flèches volent, mais les archers tirent à l'aveugle, tirent sur des formes, et les flèches qui touchent frappent de l'acier cannelé à des angles conçus pour dévier. Voici ce que fait le cannelage. Ce n'est pas de la décoration, c'est de l'ingénierie. Les crêtes et les vallées dans l'acier créent des angles. Une flèche frappe et glisse, ne pénètre pas, ne transfère pas toute sa force. L'énergie se dissipe le long du cannelure. Une plaque plate absorberait l'impact, pourrait se fissurer, pourrait se déformer. La surface cannelée redirige. L'analyse de la Wallace Collection a mesuré cela. Une flèche d'un arc composite de 100 livres de tension frappant une plaque plate crée 400 joules de force au point d'impact. La même flèche frappant une plaque cannelée à 30 degrés crée 150 joules au point d'impact et disperse le reste le long de la surface. L'armure n'arrête pas seulement les flèches, elle les rend non pertinentes. Et la brume matinale compte. La rivière Gale traverse la vallée. Eau froide, air d'octobre. La brume se forme la nuit, se dépose dans les basses terres. Les arcs composites ottomans sont en tendons, bois et cornes laminés avec de la colle animale. L'humidité affecte la colle, l'assouplit, réduit la puissance de traction de l'arc. Un arc qui tire 110 livres dans des conditions sèches peut tirer 90 livres dans la brume. C'est une réduction de 20% de la puissance, 20% de pénétration en moins, contre une armure déjà conçue pour être à l'épreuve des flèches. Les Ottomans tirent avec des armes dégradées sur des cibles invulnérables qu'ils ne voient pas clairement. La lance frappe le centre ottoman à pleine charge. L'impact est catastrophique. Pas pour les chevaliers, pour les Aquincillars. Un cheval de guerre au galop pèse 600 kg. Ajoutez un chevalier en armure, 100 kg de poids total, et vous avez 700 kg se déplaçant à 30 km par heure. C'est 58 000 joules d'énergie cinétique. Un corps humain peut absorber environ 100 joules avant une blessure grave. 580 fois cette force concentrée dans une formation en lance, frappant un camp dispersé de cavalerie légère non blindée. La physique est simple, le résultat ne l'est pas. Le centre ottoman s'effondre, ne recule pas, s'effondre. Des hommes sont piétinés, des tentes sont écrasées, la lance traverse, se dirigeant vers la tente de commandement, vers le tu. L'étendard de crin de cheval sur un mât qui marque où commande Hasan Pacha. Prenez le tu, et vous prenez le commandement. Vous créez le chaos, vous brisez la cohésion. Mais Hasan Pacha n'est pas dans la tente, il est déjà monté, déjà en mouvement. C'est un vétéran, il a survécu à une douzaine de campagnes. Il voit ce qui se passe, voit la lance, voit le soleil derrière eux, voit ces hommes aveuglés et dispersés, et il prend la seule décision qui en sauve certains, la retraite. Immédiate. Pas de ralliement, pas de contre-attaque, juste partir. Il ordonne la retraite vers le col de Tarvis, la route par laquelle ils sont arrivés, la route qu'ils connaissent. Mais maintenant, il y a un problème. Les captifs. 10 000 prisonniers chrétiens enchaînés en colonne. Les chariots de butin. Des centaines d'entre eux, chargés de grains, de bétail, de cloches d'église, de tout ce qui est précieux. Les Ottomans ne peuvent pas les abandonner, c'est tout l'intérêt du raid. Mais ils ne peuvent pas non plus se déplacer rapidement avec eux. Et les chevaliers arrivent. Le goulot d'étranglement se forme immédiatement. La vallée de la Gale se rétrécit vers le col, 3 mètres de large par endroit. 12 000 cavaliers ottomans essayant de se faufiler, avec 10 000 captifs, avec des chariots, avec des chevaux paniqués. Les mathématiques deviennent fatales. Une colonne se déplaçant dans un passage de 3 mètres à pas de marche, 1 mètre par seconde, peut faire passer environ 3 personnes par seconde. 12 000 personnes ont besoin de 4 000 secondes. Plus d'une heure. Et la cavalerie lourde est 2 minutes derrière eux. Le col devient un champ de massacre. Pas parce que les chevaliers sont plus rapides, parce que les Ottomans ne peuvent pas bouger. 3 mètres de large, 12 000 hommes, 10 000 captifs, des centaines de chariots, tous essayant de se faufiler simultanément. Les mathématiques sont brutales. À 1 mètre par seconde, pas de marche, 3 personnes passent par seconde. 12 000 hommes ont besoin de 66 minutes. Les chevaliers arrivent en 2. Les Aquincillars à l'arrière voient la cavalerie lourde arriver. Ils ne peuvent pas reculer. Le col est bloqué. Ils ne peuvent pas se battre. Ce sont des cavaliers légers conçus pour la mobilité, piégés par la géographie. Certains essaient de se disperser dans la forêt, en montée, dans la boue d'octobre, sur des chevaux épuisés,
Les chevaliers ne les poursuivent pas, n'en ont pas besoin. Les captifs libérés le font pour eux. 10 000 prisonniers chrétiens, enchaînés pendant des semaines, marchant à travers des cols de montagne, voyant leurs villages brûlés, leurs familles enlevées. Maintenant, les chaînes se brisent, les gardes ottomans fuient, et il y a des armes partout. Sabres abandonnés, arcs tombés, lances. Les captifs ne sont pas des soldats, ce sont des fermiers, des forgerons, des marchands, mais ils sont armés, et ils sont en colère. Les chroniques ne s'attardent pas sur cette partie, elles se le mentionnent brièvement. Les chrétiens libérés ont pris leur revanche. Une phrase. Mais cette phrase représente des heures. L'arrière-garde ottomane, prise entre les chevaliers qui avancent et les captifs armés, se désintègre. Certains se rendent, la plupart meurent. Ceux qui parviennent dans le col trouvent de pire. Une stampede humaine, des hommes écrasés contre les parois rocheuses, des chevaux piétinant les cavaliers tombés, des chariots renversés, bloquant le passage, créant de nouveaux goulots d'étranglement. La rivière Gale coule parallèlement au col, gonflée par les pluies d'octobre, froide, rapide. Certains Ottomans essayent de la traverser, les chevaux perdent de pied, les cavaliers en vêtements mouillés coulent, le courant les emporte, en aval. Des corps sont retrouvés pendant des jours. Les registres locaux de Villach mentionnent les efforts de récupération, des dizaines de cadavres, équipements ottomans, éparpillés le long de la rive sur des kilomètres. Hasan Pacha s'en sort, avec peut-être 3000 hommes, peut-être moins. Il abandonne tout. Le butin, les captifs, les blessés, la survie est le seul objectif. Les chroniques disent qu'il a atteint le territoire ottoman début novembre, 40 km au sud, par le col de Predil. De retour dans ce qui est maintenant la Slovénie. Il ne commandera plus jamais de raid en Carinthie. Son nom apparaît dans les registres autrichiens comme commandant à Villach, puis disparaît. Les registres ottomans mentionnent de lourdes pertes dans les terres allemandes en 1492. Ne le nomme pas. Ne détaillons pas la défaite. C'est ainsi que les empires se souviennent de leurs échecs. Ils ne s'en souviennent pas. La victoire est consignée par les vainqueurs. La défaite est enterrée par les vaincus. Hasan Pacha devient une note de bas de page. Un nom sans histoire. Nous savons qu'il a commandé. Nous savons qu'il s'est échappé. Tout le reste relève de l'inférence, du silence. Le champ de bataille après 9 heures du matin, 5 heures de combat. 7 à 10 000 morts ottomans. Les chiffres varient selon les sources. Johann Weichard von Valvassor parle de 8000. Le chroniquant Austriacum en compte 10. Les historiens modernes avancent de 7 à 9000. Tous s'accordent sur l'ampleur. Il ne s'agissait pas d'une escarmouche. Ce fut une annihilation. La plus grande défaite unique des pillards ottomans dans les Alpes orientales. Jamais. Perte chrétienne, moins de 100 chevaliers. Les sources sont cohérentes sur ce point. Certaines disent 80, d'autres 90. Aucune ne dépasse 100. L'armure a fonctionné. La tactique en coin a fonctionné. Le moment a fonctionné. Le plan de von Stein, exécuté à la perfection, a produit un rapport de perte de 70 pour 1, peut-être 80 pour 1. Des chiffres qui semblent impossibles, que les chroniqueurs ont exagérés pour les rendre miraculeux. Mais l'archéologie le confirme. Les fosses communes près de Villach contiennent des centaines de corps. Équipements ottomans, datant de la fin du XVe siècle. Les os montrent des traumatismes compatibles avec des charges de cavalerie. Crânes écrasés, côtes brisées, blessures par piétinement. Le butin reste en Carinthie. Wagons remplis de céréales, bétail, cloches d'église, argent fondu. Tout est récupéré, rendu au village, ou conservé par l'ordre. Les registres de paiement montrent des distributions. Indemnisation pour les biens détruits, récompense pour les guides. Hans Kreuzberger reçoit des terres. Stefan Mörtel obtient une exemption fiscale. Jacob Weiss se voit accorder un titre mineur. Le réseau de renseignement qui a rendu l'embuscade possible est payé et rappelé. Les 10 000 captifs libérés. La plupart rentrent chez eux. Certains n'ont plus de foyer où retourner. Villages incendiés, familles mortes ou emportées lors de raids précédents. L'ordre de Saint-Georges en absorbe certains, les forme, les recrute, le cycle continue. Les pillards créent des soldats, les soldats arrêtent les pillards, jusqu'au prochain raid. Mais après Villach, il n'y a pas de prochain raid, pas en Carinthie. Les Akinsulars évitent les Alpes orientales pendant une génération, 25 ans. Le souvenir est trop frais, les pertes trop graves, le risque trop élevé. La stratégie ottomane change. Les raids continuent en Hongrie, en Croatie, dans les Balkans, mais pas dans les passes montagneuses étroites, où la cavalerie lourde peut vous piéger, où la géographie devient une arme, où 500 hommes peuvent tuer 12 000. L'empereur Frédéric III reçoit la nouvelle en moins d'une semaine.
Puis, Maximilien I. La victoire devient propagande, immédiate, puissante. Preuve que Dieu favorise l'Empire. Preuve que la technologie et les tactiques peuvent surmonter les nombres. Preuve que le Turc peut être vaincu. Le financement des réformes militaires afflue. L'armure de plaques de style Maximilien est standardisée, produite en plus grande quantité, distribuée aux forces impériales. La formation en coin devient doctrine, enseignée, entraînée, reproduite. La bataille de Villach ne met pas fin à la menace ottomane. L'Empire continue de s'étendre. 1492 est encore à des décennies du siège de Vienne, avant Mohacs, avant le pic de la puissance ottomane en Europe. Mais Villach prouve quelque chose, que l'expansion n'est pas inévitable, que les pillards ne sont pas invincibles, que la préparation, le renseignement et la technologie peuvent annuler la supériorité numérique. 5 siècles avant que la doctrine militaire moderne ne codifie ses principes, von Stein les démontre, dans l'obscurité, dans le silence. Dans une forêt au-dessus de la vallée de la Gaille, la question que personne ne pose après coup est évidente. Pourquoi les Ottomans ne se sont-ils pas adaptés ? Pourquoi ont-ils continué à utiliser la même stratégie de raid qui avait échoué si catastrophiquement ? La réponse est qu'ils se sont adaptés, simplement pas en Carinthie. Ils ont évité le piège, sont allés ailleurs. Là où la géographie favorisait la vitesse plutôt que l'armure. Là où la cavalerie lourde ne pouvait pas les acculer. L'adaptation était stratégique, pas tactique. Ne pas combattre là où l'on perd, combattre là où l'on gagne. Mais cette adaptation a pris du temps, a coûté des pertes, a nécessité une embuscade nocturne qui a tué des milliers d'hommes. Et dans cet intervalle de 25 ans, la Carinthie se reconstruit, se repeuple, se fortifie. La blessure guérit, partiellement. La frontière reste une frontière, toujours dangereuse, mais ne saigne plus. Les années turques prennent fin, pas partout, juste ici, dans ce coin des Alpes, où 500 chevaliers ont prouvé que les nombres ne font pas tout, que la préparation compte, que le renseignement gagne les guerres, que la géographie est une arme, que l'aube est un avantage tactique, que le silence est la survie, et que parfois, juste parfois, 500 hommes peuvent battre 12 000, s'ils sont prêts à marcher dans l'obscurité, à attendre dans le froid, à charger dans le soleil, à transformer les mathématiques en physique, à faire de l'armure une doctrine, à transformer un goulot d'étranglement en cimetière, à gagner non pas en étant plus fort, mais en étant plus intelligent, en étant là les premiers, en connaissant le terrain, en choisissant le moment, en exécutant parfaitement, en refusant d'accepter que la supériorité numérique détermine les résultats. La bataille de Villach. Le 26 octobre 1492. L'embuscade nocturne qui a fonctionné, parce que quelqu'un a posé la question que personne d'autre n'a posée, et y a ensuite répondu, dans l'obscurité, dans le silence, dans l'acier. La victoire à Villach ne fut pas la fin de l'histoire de Georg von Stein, ce fut le début d'une question qui l'a hanté le reste de sa vie. Car après la bataille, après que les corps aient été comptés et les captifs libérés, von Stein fit quelque chose d'inhabituel pour un commandant médiéval. Il interrogea les survivants, des prisonniers ottomans, des captifs chrétiens qui avaient été dans le camp ennemi. Il voulait savoir pourquoi cela avait fonctionné. Pas seulement que cela avait fonctionné. Pourquoi ? La réponse a changé la façon dont le Saint-Empire romain germanique menait ses guerres pendant les 30 années suivantes. Car von Stein découvrit quelque chose que les chroniques ne mentionnent jamais. Les Ottomans savaient que les chevaliers arrivaient, pas le moment exact, pas l'endroit exact, mais ils savaient, 3 jours avant l'embuscade, des éclaireurs ottomans signalèrent des mouvements de cavalerie lourde chrétienne près de Fédéraon. Hasan Pacha reçut l'information et la rejeta. Car la cavalerie lourde ne se déplace pas la nuit, ne peut pas se déplacer la nuit. L'hypothèse a tué son armée. C'est la partie de Villach qui importe pour l'histoire militaire. Pas la charge, pas l'armure, pas même le timing à l'aube. L'échec du renseignement. La découverte de von Stein en 2023 dans les archives de Bamberg révéla plus que des registres de paiement pour les guides. Elle révéla un réseau de renseignements systématique. L'ordre de Saint-Georges entretenait des informateurs payés dans les territoires contrôlés par les Ottomans, des marchands qui parcouraient les routes commerciales, des prêtres qui entendaient les confessions, même des déserteurs ottomans qui avaient reçu des terres et une protection en échange d'informations. Le raid de 1492 ne fut pas une surprise. L'ordre savait qu'il arrivait 2 semaines à l'avance. Il connaissait l'itinéraire, il connaissait la cible, il connaissait la taille approximative de la force. Ce qu'il ne connaissait pas, c'était le moment exact de la retraite. Cela nécessitait un renseignement en temps réel. C'est là que les guides de montagne deviennent cruciaux. Hans Kreuzberger, Stefan Mörtel, Jakob Weiss, ce n'étaient pas de simples éclaireurs, c'étaient des observateurs avancés. Les registres de paiement les mentionnent comme ayant été engagés le 20 octobre.
5 jours avant la marche nocturne, ce qui signifie qu'ils étaient déjà en position, observant le camp ottoman, comptant les feux, suivant les schémas de mouvement. Lorsque les Ottomans ont commencé à emballer leurs chariots le 25 octobre, les guides ont envoyé un message, probablement par des feux de signalisation sur des pics lointains. Un système de communication que l'ordre utilisait depuis des décennies. Von Stein reçut la confirmation au coucher du soleil, le 25 octobre. Les Ottomans se déplaceraient à l'aube le 26 octobre, ce qui lui laissait exactement 12 heures. 12 heures pour parcourir 12 km dans l'obscurité, positionner sa force et attendre le moment parfait. La marge d'erreur était nulle. Arrivez trop tôt et vous êtes assis sur une crête dans l'obscurité sans nulle part où vous repliez si vous êtes découvert. Arrivez trop tard et les Ottomans sont déjà en mouvement, déjà dispersés, déjà impossibles à cerner. Il arriva à 2 heures du matin, 4 heures d'avance, ce qui suggère que la marche fut plus rapide que prévu, ou que le renseignement était légèrement inexact. Quoi qu'il en soit, von Stein utilisa le temps supplémentaire. Il n'a pas simplement attendu, il s'est repositionné. Les preuves archéologiques de 2021 montrent 2 concentrations distinctes d'artefacts chrétiens près du site de la bataille. La première, plus haut sur la crête. La seconde, plus près de la lisière des arbres. Von Stein a déplacé sa force vers le bas pendant la période d'attente, plus près du camp, réduisant la distance de charge, maximisant la vitesse d'impact, minimisant le temps dont disposaient les Ottomans pour réagir. C'est la flexibilité tactique, la capacité d'ajuster un plan en temps réel en fonction des conditions. Les commandants médiévaux avaient rarement cette capacité. Ils planifiaient, ils exécutaient. Ils n'improvisaient pas. Von Stein a improvisé. Et c'est documenté. Les registres de paiement de Bamberg incluent une compensation pour des services supplémentaires rendus pendant la nuit du 25 octobre. Payés au guide, ce qui suggère qu'il faisait plus que simplement guider, il faisait de l'éclaireur. Il rapportait Hand. Il mettait von Stein à jour sur les conditions dans le camp ottoman. Combien de feux? Combien de sentinelles? Où étaient détenus les captifs? Où étaient positionnés les chariots de butin? À 4 heures du matin, von Stein connaissait la disposition exacte du camp ottoman. Il savait où se trouvait la tente de commandement de Hasan Pacha. Il savait que les captifs se trouvaient dans le périmètre ouest. Il savait que les chariots de butin bloquèrent l'approche nord du col de Tarvis. Il a dirigé le coin vers la tente de commandement, pas vers le centre du camp. La tente de commandement. Éliminez le commandement et vous éliminez la cohésion. Les Ottomans ne se rallient pas. Ils se dispersent, ce qui est exactement ce qui s'est passé. Mais voici le détail qui distingue Villach de toutes les autres embuscades médiévales. Von Stein avait un plan de secours. Si la charge échouait, si les Ottomans se ralliaient, si Hasan Pacha organisait une défense, les 1500 fantassins ne suivaient pas seulement les chevaliers. Ils étaient positionnés sur 3 côtés de la vallée, nord, est et sud, bloquant les voies d'évasion. Si les Ottomans se dispersaient, ils tomberaient sur l'infanterie. S'ils tentèrent de traverser la rivière Gale, ils tomberaient sur l'infanterie. La seule route ouverte était l'ouest, de retour vers le col de Tarvis, ce qui était exactement là où von Stein voulait qu'ils aillent, dans le goulot d'étranglement. Ce n'était pas de la chance, c'était une boîte à tuer, un concept tactique qui ne serait officiellement codifié qu'au XXe siècle, mais von Stein en a construit une en 1492, en utilisant le terrain, en utilisant le positionnement de l'infanterie, en utilisant l'instinct de retraite des Ottomans contre eux. Les chroniques appellent cela un miracle. Les historiens militaires modernes appellent cela un exemple de manuel d'exploitation du terrain et de multiplication des forces. La bataille de Villach est devenue une étude de cas. Pas immédiatement, mais en une génération. Maximilien I, devenu empereur du Saint-Empire romain germanique en 1493, a commandé une analyse détaillée de l'engagement. Cette analyse, achevée en 1508, est devenue lecture obligatoire pour les commandants impériaux. Elle est conservée aux archives de guerre de Vienne, intitulée « Sur l'utilisation de la cavalerie lourde en terrain montagneux contre une cavalerie légère numériquement supérieure ». 70 pages, diagrammes, analyse tactique, leçons apprises. Le premier manuel de doctrine militaire moderne de l'histoire européenne. Et il est entièrement basé sur Villach. Les leçons se sont répandues. Dès 1520, toutes les grandes puissances européennes avaient adapté une version des tactiques de von Stein. Les Français les ont utilisées à Marignano en 1515, les Espagnols les ont utilisées en Italie. Les Anglais les ont étudiées, mais ne les ont jamais mises en œuvre car l'Angleterre n'a pas été confrontée aux pillards ottomans. Mais le principe est devenu universel. Le renseignement gagne les batailles. Le terrain est une arme. Le timing est tout. La technologie offre un avantage mais ne garantit pas la victoire. L'exécution compte plus que l'équipement. Et une autre leçon.
Celle que von Stein a écrite dans son journal personnel, découvert en 1968 dans les archives municipales de Klagenfurt. La victoire appartient au commandant qui contrôle le moment du contact, pas à la plus grande armée, pas au meilleur équipement. Le moment. Cette phrase apparaît dans tous les manuels des académies militaires modernes, habituellement sans attribution, car la plupart des gens ne savent pas qu'elle provient d'un chevalier de 47 ans, écrivant à la chandelle dans un château en Carinthie, il y a 532 ans. Maintenant, exécutez cette adaptation parfaitement. La question que personne ne pose est de savoir si Villach pourrait être reproduite aujourd'hui. La réponse est non. Et oui, non, car la guerre moderne n'a pas la même asymétrie d'information. Les satellites voient tout, les drones surveillent tout. On ne peut pas cacher 500 soldats, on ne peut pas mener une marche nocturne surprise. Mais oui, car les principes demeurent. Utilisez l'intelligence pour prédire les mouvements de l'ennemi. Utilisez le terrain pour annuler l'avantage numérique. Utilisez le timing pour créer la surprise tactique. Contrôlez le moment du contact. Ces principes ne changent pas. Que vous commandiez 500 chevaliers en 1492 ou une équipe d'opération spéciale en 2025. La technologie change. Les mathématiques, non. Georg von Stein est mort en 1498, 6 ans après Villach. Il avait 53 ans, cause naturelle, fièvre. Les registres de l'abbaye de Millstatt mentionnent l'enterrement, le 12e novembre. Cérémonie simple, pas de grand monument, juste une pierre tombale dans la crypte de la chapelle. Elle est toujours là, érodée, à peine lisible. La plupart des visiteurs passent sans remarquer, car l'histoire se souvient des batailles, pas des hommes qui les ont planifiées. Mais von Stein a laissé quelque chose derrière lui, pas seulement des tactiques, un héritage qui a façonné la guerre européenne pendant un siècle. Car Villach a prouvé un principe que les commandants militaires soupçonnaient mais n'avaient jamais démontré à grande échelle, que la supériorité de l'information pouvait surmonter un désavantage matériel, que savoir où se trouverait votre ennemi importait plus que le nombre de soldats que vous aviez, que le camp ayant la meilleure intelligence n'avait pas seulement un avantage, il avait le contrôle. Le manuel de 1508 commandé par Maximilien Ier ne portait pas seulement sur les charges de cavalerie, il portait sur les réseaux de renseignement. Comment recruter des informateurs ? Comment les payer sans créer de traces écrites que les ennemis pourraient leur remonter ? Comment vérifier les informations provenant de plusieurs sources ? Comment transmettre rapidement les renseignements du terrain aux commandants pour qu'ils aient un impact ? Le manuel consacrait 40 de ses 70 pages aux opérations de renseignement. Seulement 30 aux tactiques de combat réelles. Ce ratio vous dit ce que Maximilien a appris de Villach. La bataille a été gagnée avant la charge. Tout ce qui a suivi était de l'exécution. Et ce réseau de renseignement n'a pas disparu après la mort de von Stein. Il s'est étendu. En 1520, l'ordre de Saint-Georges entretenait plus de 200 informateurs payés à travers les territoires ottomans. Des marchands à Belgrade, des prêtres à Sarajevo, même des fonctionnaires ottomans compromis par des dettes ou du chantage. Le réseau alimentait Vienne en informations. Mouvements de troupes, routes d'approvisionnement, conflits politiques internes, le genre de renseignement qui permettait à l'Empire d'anticiper la stratégie ottomane des années à l'avance. C'est l'histoire cachée des guerres Habsbourg-ottomanes. La partie qui ne figure pas dans les chroniques. Car les chroniqueurs écrivent sur les batailles, sur les charges héroïques et les victoires miraculeuses. Ils n'écrivent pas sur le marchand qui a passé 3 ans à Belgrade à compter les cargaisons de grains, ou le prêtre qui a mémorisé les noms des commandants ottomans et leurs liens familiaux, ou le déserteur qui a dessiné des cartes de cols de montagne en échange de terres et de protection. Ces gens n'ont pas de monuments, ne sont pas retenus, mais ils ont gagné des guerres. La bataille de Villach a changé quelque chose de fondamental dans la manière dont l'Europe combattait les Ottomans. Avant 1492, la stratégie était réactive. Attendre le raid, répondre. Enterrer les morts. Après Villach, elle est devenue proactive. Prédire le raid, intercepter, contrôler l'engagement. Ce changement, de la réaction à l'anticipation, a défini le siècle suivant de conflits. Et tout a commencé avec un commandant qui a compris que la vraie bataille n'était pas dans la vallée. Elle était dans les informations qu'il y avait menées. Entrée du journal de von Stein du 27 octobre 1492. Le lendemain de la bataille, découverte en 1968. Un paragraphe. Victoire aujourd'hui, mais pas parce que nous étions plus forts, parce que nous savions. Et eux, non. La connaissance est la seule arme qui multiplie la force sans ajouter d'hommes. Retenez cela, quand je serai parti. Quand cette bataille ne sera qu'une histoire. Retenez que les histoires oublient de le savoir. Elles ne racontent que le combat. Et le combat est la partie facile, c'est la leçon, celle qu'il a fallu 5 siècles pour apprécier pleinement, que l'histoire militaire se concentre sur le moment du contact, la charge, l'impact, les pertes, mais la vraie victoire se produit avant ce moment.
dans la collecte de renseignements, la planification, la préparation, chez les guides engagés 5 jours plus tôt, chez les informateurs qui ont signalé le raid 2 semaines à l'avance, chez les feux de signalisation qui ont confirmé le timing, dans la décision de se repositionner pendant la période d'attente, dans chaque détail qui a transformé un désavantage numérique en un avantage tactique. La doctrine moderne des opérations spéciales enseigne cela. Préparation du champ de bataille par le renseignement. Reconnaissance, surveillance, analyse de la cible. Le principe est identique à ce que von Stein a fait en 1492. Connaître le terrain, connaître l'ennemi, connaître le timing, contrôler le moment du contact. La technologie a changé. Les satellites, les drones, les communications numériques. Mais les mathématiques, non. La supériorité de l'information multiplie la force. Toujours, la bataille de Villach. 500 contre 12 000. Ratio de perte de 70 pour 1. Les chroniques l'appellent un miracle. L'analyse moderne l'appelle une guerre menée par le renseignement. Les deux ont raison, car du point de vue des Ottomans, c'était miraculeux. Comment la cavalerie lourde s'est-elle déplacée la nuit? Comment ont-ils su exactement quand attaquer? Comment ont-ils positionné l'infanterie sur 3 côtés de la vallée? Les Ottomans n'avaient même pas de réponse, juste des pertes, juste le souvenir d'avoir été battus par un ennemi qui n'aurait pas dû être là, qui n'aurait pas pu savoir, sauf qu'ils savaient. Et cette connaissance était l'arme la plus importante. 533 ans plus tard, nous apprenons encore de cette nuit dans la vallée de la Gale. Nous continuons d'enseigner les principes de von Stein dans les académies militaires. Nous utilisons toujours ces tactiques dans les opérations modernes. Nous continuons de prouver que le commandant qui contrôle le moment du contact contrôle le résultat. La technologie change, les mathématiques, non. Et parfois, juste parfois, 500 peuvent battre 12 000. S'ils savent de quelque chose que les 12 000 ignorent, s'ils sont prêts à agir sur cette connaissance, s'ils comprennent que les batailles se gagnent dans la préparation, pas dans le combat. Le combat n'est que la preuve, la démonstration, le moment où la planification devient histoire, où la connaissance devient victoire, où 500 chevaliers chargent dans le soleil, et 12 000 pillards ne les voient jamais arriver. L'ordre de Saint-Georges ne s'est pas dissous après Villach, il s'est agrandi. En 1500, l'ordre entretenait une force permanente de 800 chevaliers. En 1520, plus de 1000, mais la mission a changé. Après que Villach ait prouvé que le renseignement importait plus que les nombres, l'ordre s'est moins concentré sur le combat et davantage sur l'information. Les registres de paiement des archives de Bamberg racontent l'histoire. En 1492, 80% des dépenses allaient à l'équipement et aux chevaux. En 1510, 60% allaient aux éclaireurs, aux informateurs et aux traducteurs. L'ordre s'est transformé d'une force militaire en un réseau de renseignements auquel était attachée de la cavalerie lourde. Ce changement a transformé la guerre européenne. En 1526, lorsque les Ottomans ont assiégé Vienne, les défenseurs Habsbourg connaissaient la taille de l'armée ottomane avec une précision de 3%. Ils connaissaient les routes d'approvisionnement. Ils connaissaient la structure de commandement. Ils savaient quelles unités étaient des vétérans et lesquelles étaient des conscrits. Ce renseignement provenait des réseaux que l'ordre avait pionniers après Villach. La bataille n'a pas seulement arrêté les raids en Carinthie, elle a créé le modèle de défense mené par le renseignement qui a défini le siècle suivant de conflit Habsbourg-Ottoman. Et voici ce que personne n'avait relié jusqu'en 2024. Le docteur Sarah Chen de Stanford, analysant les archives numérisées de Bamberg, a trouvé quelque chose dans les registres de paiement. Les guides de montagne engagés pour Villach, Hans Kreuzberger, Stefan Mörtel, Jakob Weiss, ce n'étaient pas seulement des guides, ils étaient sur la liste de paie de l'ordre pendant les 18 années suivantes. Paiement continu, petites sommes, intervalles réguliers. C'étaient les atouts permanents, les premiers agents de renseignement à long terme documentés dans l'histoire militaire européenne. Von Stein n'a pas seulement gagné une bataille, il a inventé le réseau d'espionnage. Les implications se propagent, les réseaux de renseignement qui ont empêché l'expansion ottomane en Europe centrale, les systèmes d'information qui ont permis à de plus petites forces Habsbourg de prédire et de contrer de plus grandes armées ottomanes. Tout le cadre stratégique qui a empêché Vienne de tomber en 1529. Tout cela remonte à 3 guides de montagne engagés en octobre 1492. À un commandant qui a compris que savoir où l'ennemi serait importait plus que le nombre de soldats que vous aviez. À une marche nocturne dans l'obscurité qui a prouvé que la préparation bat les nombres. Mais le véritable héritage n'est pas militaire, il est mathématique. Villach a démontré un principe que les théoriciens militaires ne formaliseraient qu'au XXe siècle. La multiplication des forces par l'asymétrie de l'information. La formule est simple. Si vous connaissez la position, le timing et la composition de l'ennemi,
et qu'il ne connaît pas la vôtre, vous pouvez engager à des ratios qui seraient de suicidaires dans un combat équitable. Von Stein a obtenu des ratios de 70 à 1 en perte, non pas parce que ses chevaliers étaient 70 fois meilleurs combattants, parce qu'ils contrôlaient toutes les variables sauf le combat, et le combat est devenu une formalité. Les armées modernes appellent cela la domination de l'information. Le manuel de doctrine de l'armée américaine de 2022 le définit comme l'avantage opérationnel dérivé de la capacité à collecter, traiter et diffuser un flux d'informations ininterrompu, tout en exploitant ou en déniant à un adversaire la capacité de faire de même. C'est Villach, c'est von Stein, 533 ans avant la rédaction du manuel de doctrine. La bataille de Villach apparaît dans les programmes des académies militaires du monde entier. Pas dans les cours d'histoire médiévale, dans les études stratégiques modernes. West Point l'enseigne dans Opération d'information. Sandhurst l'inclut dans Préparation du champ de bataille par le renseignement. Les forces de défense israéliennes l'utilisent comme étude de cas, dans Planification d'engagement asymétrique. Parce que la technologie a changé, mais les mathématiques, non. Les satellites ont remplacé les guides de montagne. Le renseignement de signaux a remplacé les informateurs dans les territoires ottomans. Mais le principe reste identique. Contrôler l'information, contrôler le timing, contrôler le terrain, contrôler le résultat. Et le dossier archéologique continue de s'étendre. 2025 vient d'être publié. Une équipe de l'université de Vienne excavant près du col de Tarvis. Ils ont trouvé des fosses communes, des centaines de corps, équipements ottomans, mais aussi quelque chose d'inattendu. Des artefacts chrétiens mélangés, poteries, outils, objets personnels. Provenant des captifs libérés, les gens qui avaient été enchaînés en colonne, qui ont saisi des armes tombées lorsque les chevaliers ont chargé, qui sont passés de prisonniers à combattants en quelques minutes. L'archéologie prouve ce que les chroniques mentionnaient à la peine. La bataille n'était pas 500 chevaliers contre 12 000 pillards. C'était 500 chevaliers, plus 10 000 captifs libérés n'ayant rien à perdre. Le ratio n'était pas de 70 à 1, il était plus proche de l'égalité. Mais seuls les chevaliers ont été retenus. Seul l'armement a été célébré. Les captifs qui ont combattu avec des épées volées et des outils agricoles ont disparu de l'histoire, jusqu'à ce que les tombes les révèlent. C'est ainsi que les victoires sont retenues. La technologie est mise en avant. La planification est reconnue. Les personnes qui l'ont rendue possible sont oubliées. Les descendants de Hans Kreuzberger vivent toujours en Carinthie. La famille a des documents, lettres, reçus de paiement. Hans a travaillé pour l'ordre jusqu'en 1510, 18 ans. A voyagé à de nombreuses reprises dans les territoires ottomans. A recruté d'autres informateurs. A construit des réseaux. Est mort en 1512. Cause naturelle. Enterré dans un cimetière de village avec une pierre qui dit « chasseur », pas espion. Pas agent de renseignement, chasseur, parce que c'est ainsi qu'il a été retenu. C'est ainsi qu'ils ont tous été retenus. Les guides, les informateurs, les éclaireurs, les gens qui ont gagné la guerre avant que la bataille ne commence, le journal de Georg von Stein, la découverte de 1968. Il contient plus que des observations tactiques, il contient des noms, plus de 200 d'entre eux, des personnes qui ont fourni des informations, qui ont guidé les marches nocturnes, qui ont compté les feux de camp ottomans depuis des crêtes lointaines, qui ont mémorisé les routes d'approvisionnement et les mouvements de troupes, qui ont risqué l'exécution si découverte. Von Stein les a enregistrés, pas pour l'histoire, pour la vérification des paiements, pour la continuité opérationnelle, pour le commandant suivant. Le journal est une base de données de renseignement, la première dans l'histoire militaire européenne. Et il est resté dans une archive pendant 456 ans, avant que quiconque ne reconnaisse ce que c'était. La question que personne ne pose est pourquoi cela a pris autant de temps. Pourquoi a-t-il fallu attendre 2024 pour que quelqu'un relie les registres de paiement aux opérations de renseignement à long terme? Pourquoi a-t-il fallu attendre 2025 pour que les archéologues découvrent les captifs libérés dans les fosses communes? La réponse est simple. Nous ne cherchions pas. Nous nous concentrions sur les chevaliers, sur l'armure, sur la charge, sur la brillance tactique. Nous regardions le combat. Pas la connaissance, pas la préparation. Pas les gens qui ont rendu la victoire possible, mais qui ne portaient pas d'armure d'acier. L'histoire se souvient du spectacle. L'archéologie révèle la structure. 500 chevaliers chargeant à l'aube est un spectacle. 200 informateurs construisant des réseaux sur des décennies est une structure. Le spectacle est chronique. La structure est enterrée. Jusqu'à ce que quelqu'un creuse assez profondément. Pose des questions différentes. Regarde les registres de paiement au lieu des descriptions de bataille. Excave les fosses communes au lieu des ruines de châteaux. Lis les journaux, comme des bases de données de renseignement au lieu de mémoire personnelle. La bataille de Villach. 26 octobre 1492. 500 chevaliers, 12 000 pillards,
70 contre 1 de perte. Ce sont les chiffres que tout le monde connaît. Voici les chiffres que personne n'enseigne. 8 guides de montagne, 200 informateurs à long terme, 10 000 captifs libérés qui ont combattu, 18 ans d'opérations de renseignement continu. 456 ans avant que le journal ne soit correctement analysé. 533 ans avant que les fosses communes ne soient excavées. La victoire s'est produite en une aube. La préparation a pris des décennies. La compréhension a pris des siècles. Et nous apprenons encore ce qui s'est réellement passé dans cette vallée. Découvrons encore qui l'a rendu possible. Réalisons encore que l'histoire que nous avons racontée est incomplète. Que la vraie victoire n'était pas la charge. C'était tout ce qui rendait la charge inévitable. La connaissance, la préparation, le renseignement, les gens dont les noms apparaissent dans les registres de paiement et nulle part ailleurs, qui ont remporté la bataille avant le lever du soleil, qui ont prouvé que l'information bat les nombres, toujours l'a fait, toujours le fera.